Parfait. Merci beaucoup de l'invitation et c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis avec vous ce soir. Ce soir, nous allons discuter de la recherche et d'établir comment on peut en fait avoir un nouveau traitement dans le cancer de l'ovaire et comment ça se passe en fait en pratique pour participer à des essais cliniques. Donc, j'ai essayé de répondre à différentes questions. Alors, malheureusement, j'ai pas pu répondre à toutes les questions dans cette présentation, mais comme Valérie vous a juste dit, on sera disponible à la fin pour répondre à des questions supplémentaires si besoin. Tout d'abord, en fait, on va essayer de voir ce que sont les essais cliniques et quels sont les rôles des essais cliniques, pourquoi faire des essais cliniques, comment on les fait et quand on les fait. Et voilà, et surtout, parfois, en fait, on a dans l'esprit qu'en fait, c'est le Winnipeg, c'est la PIPIG quand on fait des recherches cliniques et vraiment, j'ai envie d'enlever ce mythe et c'est pour ça qu'on va discuter de tout cette approche, comment on fait les essais cliniques avec vous ce soir. Donc, pourquoi des essais cliniques? Alors, ce qui est important, c'est que tous les traitements qu'on fait actuellement dans les cancers sont basés en fait sur les essais cliniques. Tous les nouveaux traitements qui ont lieu et qui sont maintenant approuvés sont en fait basés sur comment ont été faits les essais cliniques. Quand est-ce qu'une patiente peut éventuellement demander un essai clinique? En fait, les essais cliniques peuvent en fait concerner toute étape du cancer de l'ovaire. C'est au moment de la chirurgie, au moment de la chimiothérapie première, au moment de la maintenance, au moment de la récurrence, au moment de la récurrence platine sensitive ou au moment de la récurrence platine résistante. À tout moment, un essai clinique peut être proposé en fonction de ce qui est ouvert à ce moment-là. Parce que les essais ouvrent et ferment à différentes périodes et c'est important à chaque fois de demander quels sont les essais actuellement ouverts à n'importe quelle période du traitement. Pourquoi c'est important? Parce que malheureusement, on sait qu'après la chirurgie et la chimiothérapie première, 75% des patientes peuvent rechuter quand elles sont diagnostiquées à un stade avancé du cancer de l'ovaire. Et en dehors des traitements standards, il n'y a pas d'autres options pour les patientes. Donc, les essais cliniques sont d'autres options qui peuvent être bénéfiques pour la patiente. Ce qui est aussi important, c'est qu'en fait, on parle du cancer de l'ovaire, mais en fait, il y a vraiment plusieurs cancers de l'ovaire. C'est vraiment, cancer de l'ovaire, c'est une grosse boîte, mais en fait, à l'intérieur, il y a vraiment de petites boîtes et chaque cancer de l'ovaire est vraiment spécifique. Ici, c'est un tableau qui résume les différents types de l'ovaire, mais ici également, c'est seulement les cancers épithéliales de l'ovaire. Il y a d'autres types qui ne sont pas épithéliales du cancer de l'ovaire et qui sont rares et qui ne sont pas présentés ici. Mais dans les cancers épithéliales de l'ovaire, il y a le cancer de haut grade séreux qui est le plus fréquent. Il y a le cancer séreux de bas grade, il y a le cancer à cellules claires, le cancer endométrioïde et le cancer mucineux. Et c'est important de savoir exactement le type de cancer de l'ovaire puisqu'en général, les essais cliniques sont aussi dédiés à spécifiques types de cancer. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'en fait, les cancers, quand on les regarde déjà sur le tissu, quand on a du tissu, quand on fait la biopsie ou quand on fait la chirurgie et qu'on enlève le tissu, on voit déjà sur le tissu qu'en fait, les tumeurs, oui, on sait que ça vient de l'ovaire, mais en fait, elles semblent différentes. Et pourquoi elles sont différentes? Parce qu'en fait, elles ont des caractéristiques différentes. Et on sait maintenant que les cancers séreux de haut grade peuvent avoir cette mutation du gène p53, peut aussi avoir la mutation du gène BRCA1 et 2. Et donc, c'est vraiment une mutation très différente comparée, par exemple, aux séreux de bas grade qui n'ont pas du tout le même profil de mutation quand on regarde vraiment dans la tumeur. Donc, ça, c'est important. Quel est le process, en fait, des essais cliniques? Donc, quand on parle des essais cliniques, en général, ça s'adresse à des personnes, à des patientes. Et dans quel but? Dans quel but, c'est en général d'améliorer la prévention ou d'améliorer le traitement avec le goal suprême, en fait, d'améliorer la qualité de vie. Cependant, ça prend beaucoup de temps d'avoir un médicament qui est approuvé pour la pratique standard en traitement classique des patientes. Vous voyez ici le temps que ça prend pour en fait développer un médicament en laboratoire. Ensuite, on teste le médicament sur la souris. Ensuite, on fait tous les essais cliniques. Et quand l'essai clinique est positif, il faut encore en fait attendre l'approuval du gouvernement et de toutes les instances administratives pour en effet le mettre sur le marché. Et même ici, au sein des essais cliniques, qui sont déjà une durée de à peu près 5 à 7 ans, on voit qu'il y a différentes phases des essais cliniques. La première phase des essais cliniques, c'est vraiment la première fois qu'on l'injecte ou qu'on le donne à un patient. Et on est très, très prudent sur quels sont les effets de ce médicament sur la personne. Ensuite, on passe à un essai de phase 1.
La CC de phase 1, c'est vraiment essayer de déterminer la safety du médicament, voir quels sont les effets sur les autres organes du médicament. La phase 2, c'est essayer de voir, on connaît maintenant la dose du médicament par rapport à la phase 1 et on sait à peu près l'activité. Mais on est vraiment là dans la phase 2 en essayant de voir quelle est l'activité de ce médicament dans une situation donnée. Donc ici, c'est vraiment très différent que la phase 1. La phase 1, parfois, on est un peu plus souple sur quels patients peuvent entrer en phase 1 en termes de type de cancer. Ici, en phase 2, on commence à être bien plus spécifique en termes de type de cancer et de situation, comme on essaie d'évaluer l'efficacité du médicament. Ensuite, on passe en phase 3. En phase 3, en général, on compare ce nouveau médicament par rapport au standard of care, par rapport à la pratique standard, pour savoir si, en effet, ce médicament fait mieux que ce qu'on fait actuellement. Il faut vraiment prouver, pour avoir la possibilité d'avoir ce nouveau médicament, montrer que ce médicament fait mieux que le traitement standard. Et ici, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu des traitements en fait qui vont être approuvés par rapport au nombre de traitements qui ont été testés. Donc, quand vous voyez ici, quand on voit parfois des découvertes scientifiques, ici, vous voyez le nombre en fait de découvertes scientifiques. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de potentiel de nouveaux médicaments qui, en tout cas, sur les souris ou sur les cellules, semblent efficaces. Ensuite, on teste en phase 1, donc pour voir la safety. Et là, on se rend compte que déjà, c'est plus compliqué parce qu'en fait, la dose sur les cellules peut être très élevée ou la dose sur les souris peut être très différente. Et c'est pas du tout pareil chez l'homme. L'homme ne peut pas tolérer la même chose ou le process est vraiment différent. Donc déjà, on a déjà une réduction du nombre de médicaments qui paraissaient très intéressants en laboratoire et déjà, c'est un petit peu moins en phase 1. Ensuite, quand on est en phase 2, pour vraiment tester l'activité de sa drogue, déjà, on voit que le nombre de médicaments diminue. Ensuite, quand on teste ce médicament par rapport au standard of care, c'est encore plus petit. Et ensuite, parfois, on aboutit, après tous ces tests, parfois juste à l'approuve d'un médicament. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et entre cette étape-ci et l'approval du médicament, ça peut prendre jusqu'à 16 ans. Alors, quels sont les essais cliniques? L'essai clinique, quand il est positif, c'est vraiment ce qu'on recherche puisque ça apporte un bénéfice au patient. Et en fait, si l'essai est positif, ça peut en effet après avoir un bénéfice pour plein d'autres patientes et ça peut, si il est approuvé, avoir une nouvelle option de traitement pour nos patientes. Et c'est vraiment, l'essai positif permet de faire avancer la recherche et d'avoir de nouvelles options de traitement. Cependant, il faut aussi penser que l'essai peut être négatif. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être très vigilant aux effets secondaires et à la safety du patient. Quand on fait des essais cliniques, la safety du patient est vraiment quelque chose qui est clé pour nous. En sachant que si l'essai est négatif, ça fait quand même avancer la recherche puisqu'on apprend un médicament qui peut-être n'est pas efficace ou peut-être qui ne fait pas mieux que le traitement standard et ça permet aussi de faire avancer la recherche pour essayer de comprendre pourquoi. Mais quand on pense à ces deux aspects de la recherche clinique, ce qui est vraiment important, c'est de conduire les essais cliniques avec une grande qualité. C'est très, très important et la rigueur est vraiment un mot central quand on fait des essais cliniques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des audits fréquents pour vérifier la qualité et la rigueur de notre process. Parce qu'en effet, on veut éviter ce qui s'est passé dans les années précédentes où en effet, il y avait parfois des issues qui avaient été liées aux essais cliniques. Donc là, vraiment, il y a un process qui est très, très rigoureux. Et pourquoi ça demande d'être très, très rigoureux? Parce qu'en fait, c'est la protection des patients qui est vraiment centrale. Il y a une qualité qui doit être irréprochable et une responsabilité aussi qui est engagée. Et comment cela est possible? C'est parce qu'en fait, il y a vraiment une comité d'éthique pour tous les essais cliniques pour vérifier que l'essai est éthique, que c'est assez raisonnable de faire cet essai. Et il y a une surveillance à plusieurs niveaux. Il y a une surveillance au niveau global. Il y a vraiment des pratiques de bonne éthique de conduite des essais cliniques. Il y a vraiment une façon de produire ce nouveau médicament. Il y a toute une échelle en fait de surveillance et de qualité qu'il faut respecter au niveau global pour faire des essais. Il y a également un aspect fédéral. Il y a le Health Canada qui est vraiment là aussi pour vérifier tous les essais cliniques et tous les dossiers sont déposés au niveau fédéral pour review. Il y a aussi un niveau provincial où chaque province a également ses respects de qualité et des audits possibles. Et il y a aussi également un aspect local où au niveau de chaque institution, il y a un process également à suivre. De plus, chaque patient, avant de participer à quelque essai qu'il soit,
doit donner son consentement éclairé. On ne peut pas faire aucune recherche sans le consentement éclairé de la patiente. Et c'est pour ça qu'il y a ce process de signature de consentement qui permet d'enclencher l'essai clinique éventuellement, mais on ne peut rien faire sans l'accord du patient. Et donc, quand tu vois que le process est assez rigoureux, c'est très important d'avoir une équipe dédiée. Donc, en fait, ça prend un petit village pour faire des essais cliniques. Il faut d'abord des médecins experts, il faut des équipes infirmières, il faut des équipes infirmières ambulatoires, il faut aussi des équipes infirmières qui savent faire des prises de sang de façon régulière. Parce que quand on étudie un nouveau médicament, surtout dans les phases précoces, dans les phases 1, on est obligé de faire des prises de sang régulières pour savoir comment le médicament se comporte dans le sang. Quand est-ce qu'il est à son niveau le plus élevé, quand est-ce qu'il est à son niveau le plus bas, pour savoir s'il faut donner tous les jours, est-ce qu'il faut donner une fois tous les 2 jours ou est-ce qu'il faut donner une fois par semaine. Donc, la demi-vie du médicament dans le corps de la patiente est très important à étudier. C'est pour ça qu'il y a des prélèvements très réguliers. Il faut également des pharmaciens, puisqu'en effet, des fois, la préparation de la drogue est assez spécifique, puisque c'est un nouveau médicament. De plus en plus, l'anatomopathologie est très importante, puisqu'on ne parle plus d'un cancer de l'ovaire, mais on parle de différents cancers de l'ovaire. Et vous allez voir que les essais cliniques sont en train d'évoluer et d'essayer d'être plus spécifiques par rapport au cancer de l'ovaire que l'on traite. Dans chaque essai clinique, c'est important de voir s'il y a un bénéfice au traitement. Donc, quand la patiente va dans un essai clinique, elle n'y est pas dans l'essai clinique nécessairement pour plusieurs mois. On fait des scanners de façon très, très régulière pour savoir si, en effet, il y a un bénéfice de faire ce traitement ou pas. Et ce scanner sera interprété de façon très spécifique par un radiologue qui est dédié à l'essai clinique et a des critères très spécifiques pour lire le scanner. Il faut également un service de radiothérapie qui est habitué à faire des essais cliniques si l'essai clinique inclut de la radiothérapie. Il faut aussi en général une équipe qui est habituée à lire les électrocardiogrammes, puisque régulièrement dans nos essais cliniques, on demande des électrocardiogrammes. Il faut également plusieurs laboratoires qui est habitué à faire des prélèvements sanguins. Il y a des fois des tubes qui sont particuliers, des demandes qui sont très spécifiques pour les essais cliniques. Donc, il faut vraiment des laboratoires qui soient entraînés. Toutes les informations dans l'essai clinique sont enregistrées. Donc, il faut en fait un coordinateur après qui, pour chaque événement qui se passe dans le patient, ensuite l'enregistre dans une database, puisque tous les éléments sont partagés dans l'essai clinique pour être sûr que, par exemple, si une patiente qui fait un essai aux États-Unis, si elle a eu un effet secondaire qui n'était pas attendu, toutes les équipes qui font l'essai clinique soient au courant de cet effet secondaire. Donc, c'est pour ça que toute information doit être enregistrée et enregistrée dans un temps raisonnable pour que l'information soit diffusée de façon internationale si l'essai est international, pour que tout le monde soit au courant de potentiels effets secondaires ou d'autres choses qui est important dans le management des patientes. Il faut aussi maintenant de plus en plus différents spécialistes ou disciplines parce que, par exemple, les médicaments comme l'immunothérapie peuvent donner des effets secondaires dont on n'était pas habitué et peuvent donner des inflammations de la thyroïde et on aurait besoin de l'avis de l'endocrinologue. On a besoin des cardiologues, on a besoin des pneumologues. Donc, on a besoin maintenant aussi de différentes disciplines quand on fait de la recherche clinique. Et on a besoin d'un département entier, notamment aussi incluant les statisticiens. Parce qu'en fait, un essai clinique, on le fait de façon déterminée sur le nombre de patients. L'essai de phase 1, comme c'est vraiment pour la safety, comme je vous ai montré ici, c'est vraiment un petit nombre de patients. Quand on passe en phase 2 pour essayer l'activité du médicament, on a besoin d'à peu près une centaine de patients. Mais ça, c'est déjà déterminé à l'avance. Et c'est un spécifique design du statisticien en disant on va considérer le médicament efficace si l'activité est d'autant par rapport au traitement standard qui est d'autant. Donc, le nombre de patients qui doit être entré dans l'essai clinique est déjà déterminé à l'avance. Quand on a fait un essai de phase 3, l'essai de phase 3, c'est vraiment comparer ce nouveau médicament au traitement standard. Donc, on a besoin, en général, au moins 1000 personnes ou près de 1000 personnes pour vraiment conclure à l'essai clinique et l'efficacité du médicament pour avoir une population bien plus globale pour tirer une conclusion. Et ça, c'est vraiment le statisticien qui analyse le nombre de patients. C'est pour ça qu'un essai clinique va être ouvert pour une période déterminée, mais il va fermer à un moment donné puisqu'on aura le nombre nécessaire de patients pour analyser l'essai. Donc, en pratique, comment ça se passe? Alors,
l'essai clinique peut être à différentes périodes de traitement. Donc, c'est très important pour l'essai clinique de définir les critères d'inclusion et d'exclusion. Chaque essai clinique sera très spécifique en fonction de la phase de l'essai clinique. Il sera très spécifique en termes d'inclusion et d'exclusion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils évaluent ce médicament et ils pensent que ce médicament sera plus efficace dans telle situation. Mais c'est aussi pour protéger la patiente. On met des critères d'exclusion parce que si la patiente a tel critère ou tel critère, peut-être qu'il y aura plus d'effets secondaires. Donc, tous ces critères d'inclusion et d'exclusion sont aussi pour protéger le patient puisqu'on ne connaît pas forcément bien le médicament. Donc, on va essayer d'éviter les situations à risque. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces critères d'inclusion et d'exclusion qui sont très précis et qu'il faut absolument respecter pour aller dans l'essai. Quand on présente un essai clinique, c'est toujours aussi important de dire l'essai clinique est une option, mais il y a toujours aussi l'option du traitement standard. Et c'est toujours important aussi de discuter ces deux options avec votre équipe. On donne ensuite le consentement du patient à lire. On doit donner le temps au patient de lire. Ce consentement peut être montré à n'importe qui, à votre médecin, à votre membre de famille, celui à qui vous avez confiance, parce que ce formulaire de consentement va vraiment vous expliquer l'essai clinique, quel est son but, quels sont les avantages, quels sont les risques, quelles sont aussi les responsabilités quand on fait partie d'un essai clinique, parce que quand on fait partie d'un essai clinique, eh bien, il y a des visites supplémentaires, il y a des tests supplémentaires, donc il y a aussi un engagement de la patiente pour être sûr de la safety aussi du médicament. Après ce temps, si la patiente est d'accord pour participer à l'étude, il y a la signature du consentement et commence ce qu'on appelle la process de screening. Donc, le patient a signé le consentement, mais n'est pas encore commencé l'étude. Il y a ce qu'on appelle le process de screening. Qu'est-ce que c'est que ce screening? C'est par rapport à l'essai clinique, il y a en général d'autres tests qui sont nécessaires pour faire l'essai clinique. En général, on demande la tumeur, souvent le tumeur de l'ovaire, pour voir s'il y a des spécifiques critères qui permettent ou pas à la patiente de faire partie de l'essai. Parfois, il n'y a pas ces critères, mais parfois, il y a ces critères liés à la tumeur. Et de plus en plus, maintenant, on demande ces tissus pour faire l'analyse de la tumeur par rapport aux essais. Et c'est possible également, notamment dans les phases précoces, de demander une biopsie à la patiente avant d'entrer dans l'essai clinique. Et une fois que cette période de screening est terminée, donc en fonction des résultats des tests qui ont été nécessaires en plus pour l'essai, on revoit tout ça ensemble. Et si la patiente encore meet tous les inclusions et exclusion criteria, ensuite on va pouvoir commencer l'essai. En sachant que l'essai, en général, se passe à l'hôpital ou qui conduit l'essai, puisqu'en effet, c'est une équipe entraînée. Donc, en général, le traitement, les visites, le scanner doit être fait à l'endroit où l'hôpital a l'essai clinique, parce qu'il y a un suivi spécifique avec une équipe très spécifique. En pratique, il y a aussi d'autres choses pour la patiente. Quand la patiente est dans un essai thérapeutique, c'est important qu'il n'y ait pas d'autres associations avec d'autres médicaments. Donc, en général, si la patiente a déjà commencé le traitement standard, a déjà commencé la chimio, à ce moment-là, l'essai clinique n'est pas possible, puisqu'en général, c'est soit le traitement standard, soit l'essai clinique. On ne peut pas mixer les deux. En général, aussi, on demande aux patients de ne pas prendre de suppléments. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nouveau médicament, on ne connaît pas bien encore le métabolisme de ce médicament. Donc, c'est important de ne pas avoir d'interaction parce qu'on ne sait pas comment le médicament qu'on prend en plus va interagir avec ce nouveau médicament. Tout médicament, tout supplément qu'on prend nécessite d'être métabolisé par notre organe et donc ça peut influencer l'effet du nouveau médicament. Quand le patient présente et fait partie de l'essai clinique, le patient ne doit pas payer pour l'accès au nouveau traitement. Les accès au nouveau traitement sont payés par l'essai clinique. Par contre, il est possible que le patient doit payer en plus le parking et venir de plus en plus régulièrement à l'hôpital par rapport au suivi, mais les drogues normalement sont couvertes par l'essai. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important en fait que toutes les informations soient collectées et enregistrées. Et donc, c'est très important d'avoir une relation très proche avec l'équipe soignante parce qu'en fait, on veut savoir tout. On veut savoir quels sont vos symptômes, quels sont vos effets secondaires, quels sont les médicaments que vous utilisez. On veut savoir si vous avez été hospitalisé ou pas.
Pourquoi? Parce que tout ça, c'est enregistré et on veut être sûr qu'il n'y a pas de nouveau signal de safety ou nouveau signal du médicament qu'il faut absolument partager avec les autres qui font peut-être le même essai pour pas mettre d'autres personnes à risque. Donc, c'est très important qu'on ait une information vraiment globale de ce qui se passe au moment de l'essai. Il est possible aussi qu'il y ait une liste de médicaments qui ne soient pas autorisés par rapport à l'essai. Il y a certains médicaments en fait qui utilisent certaines enzymes du foie, par exemple, et on ne veut pas que vous utilisez d'autres médicaments qui utilisent les mêmes enzymes. Et donc, il est possible que l'infirmière vous donne une liste de médicaments que vous n'êtes pas autorisé à prendre pendant que vous faites l'essai clinique. Et à tout moment, même si vous faites partie de l'essai clinique, même si vous avez signé, à tout moment, la patiente peut dire « j'arrête ». Donc ça c'est aussi important de dire. Par contre, si la décision est d'arrêter, on ne peut pas revenir dans l'essai après. Ce qu'il y a de plus en plus, l'essai clinique maintenant, c'est qu'on demande la tumeur. Pourquoi on demande la tumeur? Et on demande en général un bout de tumeur, donc d'une chirurgie initiale, par exemple. Donc, on demande d'avoir ce tissu au niveau de la chirurgie, ou parfois, on demande une nouvelle biopsie. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on voit l'évolution du cancer de l'ovaire, donc vous avez le cancer de l'ovaire qui a été diagnostiqué, on a la chirurgie, on a la chimio, éventuellement une maintenance. Ensuite, il y a une rechute, on refait la chimio. La tumeur, comme vous voyez ici, la tumeur peut changer. La tumeur, au début, c'est toujours le cancer de l'ovaire, mais en fait, les cellules, les caractéristiques de la cellule changent. Et si on analyse seulement le tumeur qui était au début, peut-être que c'est pas tout à fait pareil que la tumeur après 3 ou 4 lignes de traitement. Donc, c'est pour ça que dans les essais précoces, en général, ils demandent une nouvelle biopsie pour avoir la tumeur au moment de la rechute, pour avoir une bêta caractéristique de la tumeur au moment de l'initiation de l'essai clinique. En sachant que quand on fait une biopsie, il n'est pas forcé que la patiente ait les résultats de cette biopsie, puisque c'est seulement pour la recherche et pour l'essai clinique. Par contre, les résultats de l'essai clinique sont normalement toujours publiés dans un journal et la patiente peut avoir accès. Mais la formation qui sera dans cette publication n'aura aucune information concernant l'identité de la patiente. Et ça, c'est un autre critère de qualité très, très importante. Même si toutes les informations sont collectées et enregistrées, il n'y a jamais aucune information directement liée à la patiente qui est communiquée. Toutes les informations sont déidentifiées. C'est pour ça qu'il y a un numéro donné. Il n'y a jamais le nom de la patiente qui permettrait éventuellement de resituer la patiente. C'est toujours anonymisé et toutes les données sont anonymisées quand on partage. Comment évaluer l'essai clinique? Comment dire en effet est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est tolérable ou pas tolérable? Il y a des critères également très très spécifiques. Tout ça c'est défini par des règles internationales pour être sûr que ce soit objectif. En gardant bien en tête que notre principal objectif c'est vraiment la safety du patient. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on est très très vigilant et c'est pour ça qu'on fait des tests additionnels et c'est pour ça qu'il y a plus de visites et plus de tests, parce qu'on est vraiment très, très vigilant sur la safety du patient. Et l'évaluation des effets secondaires. Tous les effets secondaires sont vraiment déterminés selon une grille très spécifique et tout est vraiment gradé et codifié. On doit aussi déterminer la réponse au traitement. C'est pour ça qu'il y a des scanners de façon très, très régulière. Et il y a aussi des critères qu'on appelle RECIST, qui sont aussi des critères pour établir si le cancer est stable ou si le cancer progresse ou si le cancer répond quand il y a une réponse. Par exemple, pour vraiment avoir une réponse au traitement, c'est considéré qu'il faut avoir sur les lésions cibles au moins une diminution de 30%. Donc, c'est vraiment une façon très, très précise de déterminer la réponse au traitement. Et comme je vous disais, il y a un nombre déterminé de patientes et en général, quand le nombre de patients est atteint, l'essai est fermé pour analyse. Dans les essais précoces, en général, on teste le médicament. Donc, il n'y a pas d'effet placebo. On est sûr de ce que la patiente reçoit. Par contre, dans les essais un peu plus avancés, dans les essais que je vous disais ici, dans les essais de phase 3, dans les essais de phase 3, le nouveau médicament a déjà passé toutes ces phases 0, 1 et 2. Donc, on sait la safety. On sait également qu'il a montré un signal d'activité. Mais maintenant, on veut savoir est-ce que c'est mieux que ce qu'on fait actuellement en pratique courante.
Et c'est dans ces stades avancés que parfois, on a besoin d'un placebo. Et dans ces stades avancés, il y a toujours ce qu'on appelle une randomisation. Parce qu'en effet, il y a les patientes ici qui sont dans une situation particulière et ont accepté de participer à l'essai. Donc, l'essai va tester un nouveau médicament. Mais comme on est dans la phase 3, dans la phase avancée, on veut tester ce nouveau médicament par rapport au traitement standard. C'est ce qu'on appelle la randomisation. Certains patients vont avoir le traitement standard et certaines patientes vont avoir le nouveau médicament. Et quand on offre l'essai clinique à la patiente, on ne sait pas quel traitement le patient va avoir. C'est vraiment déterminé par une façon aléatoire par les systèmes informatiques. Il est possible que le traitement standard, à ce moment-là, ce soit juste la surveillance. Et si le traitement standard, c'est juste la surveillance, c'est à ce moment-là qu'il y aura un placebo. Parce qu'en fait, le traitement de maintenance sera le nouveau médicament et le traitement standard, c'était la surveillance, donc il y aura un placebo. Un autre contexte où on peut avoir un placebo. Le traitement standard, c'est la chimiothérapie tout seul. Et le nouveau traitement, c'est la chimiothérapie plus le nouveau médicament pour essayer d'augmenter la réponse à la chimio. À ce moment-là, les patients dans ce groupe expérimental auront la chimio plus le nouveau médicament et les patients dans ce groupe contrôle aura la chimio standard plus un placebo. Donc, tout ça, c'est vraiment vérifié par l'éthique et le placebo, c'est parce que c'est lié au traitement standard. Comment, en fait, vous pouvez éventuellement accéder à un essai clinique? Alors, faut pas hésiter à en parler avec votre cancérologue ou éventuellement votre médecin de famille. Et comme tout ça, c'est vraiment régulé, tous les essais cliniques, en fait, sont enregistrés. Et donc là, vous pouvez avoir accès sur ce lien, qui sont tous les essais cliniques enregistrés. Donc, évidemment, il y a différentes cliniques dans différents pays. Et donc, vous pouvez regarder dans la ville, dans la région. Tout est actuellement disponible sur ce site internet. N'importe quel cancer également. Il y a des cases en fait où on peut sélectionner le pays, le cancer, la région. Et comme je vous dis, en fait, les essais cliniques peuvent varier très vite. Alors, il est possible que la semaine A, j'aurai 5 essais ouverts. Et puis la semaine d'après, en fait, j'en aurai plus que 2. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment du nombre de patients inclus. Et dans les essais très précoces, on est très, très vigilant. Donc, on laisse beaucoup de temps entre les patientes pour évaluer la safety du médicament. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à demander un deuxième avis parce que il y a plein d'essais cliniques partout et on ne peut pas toujours être au courant de ce qui se passe partout. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander un deuxième avis. Le traitement du cancer de l'ovaire devient de plus en plus compliqué et tant mieux parce qu'on a de plus en plus d'options. C'est vraiment fréquent d'avoir une demande de deuxième avis parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Les essais cliniques varient de façon très rapide. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec le temps actuel de Covid, qui est vraiment très difficile pour tout le monde, il y a aussi de nouvelles opportunités et notamment la télémédecine, en fait, qui a vraiment émergé avec cette pandémie. Et en fait, les deuxièmes avis ont aussi été permis par l'augmentation de la télémédecine, qui permet en fait aux patients de demander un deuxième avis, étant dans une région différente et n'ayant pas forcément à se déplacer. Parce qu'en effet, quand on est cancérologue, en fait, notre but commun est vraiment de guider nos patientes au mieux. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun problème de demander un deuxième avis. Même moi, voilà, si une patiente me demande, il n'y a aucun problème. Et voilà, parce que notre but, c'est vraiment de vous traiter au mieux et de correspondre au mieux à vos besoins. Et comme je vous disais, en fait, le traitement de l'ovaire a vraiment changé récemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, c'était beaucoup la chimiothérapie. La première nouveau traitement qui n'était pas la chimio qui a été approuvé dans le cancer de l'ovaire, c'est le bevacizumab. Et maintenant, il y a tout ce nouveau traitement qu'on appelle les PARP inhibiteurs, l'olaparib, le niraparib. Et donc ça, c'est un très, très bon exemple en fait de comment les essais cliniques ont permis d'améliorer le traitement du cancer de l'ovaire. Tous ces nouveaux traitements, le bevacizumab ou l'olaparib, en fait, ont été approuvés parce que les essais cliniques ont été positifs. Donc c'est pour ça que je vais prendre en fait les exemples des PARP inhibiteurs. Et d'avoir participé à ces essais cliniques, en fait, a permis aux patients d'avoir accès à ces traitements avant d'être approuvés en traitement standard. Et les PARP inhibiteurs ont vraiment été développés en tant que maintenance.
Et ici, pourquoi le principe de maintenance? C'est qu'en fait, il y a le cancer de l'ovaire. On fait la chirurgie, on a l'impression qu'on a tout enlevé, mais en fait, il y a des cellules qu'on ne voit pas. On fait la chimiothérapie pour essayer d'enlever les cellules qu'on ne voit pas. Mais malheureusement, il y a toujours des petites cellules qui restent qu'on ne voit pas, et c'est pour ça que la majorité des patients qui ont été diagnostiqués à un stade avancé du cancer de l'ovaire ont un risque de récurrence. Et le principe de la maintenance, c'est d'essayer de donner un médicament pour essayer de contrôler ces cellules qu'on ne voit pas et éviter que le cancer ne revienne trop vite ou ne revienne pas du tout. Et donc, il y a des critères très spécifiques quand il faut introduire la maintenance et pour quel patient. Et quand on parle de la maintenance, c'est aussi très important d'évaluer la qualité de vie et la tolérance du médicament. Parce que les patientes ont déjà eu la chirurgie, la chimio, et ensuite repartir sur un traitement de maintenance, ça peut parfois être difficile. Et ici, c'est juste un résumé de comment ont été développés les inhibiteurs de PARP. Et vous voyez, ça a mis du temps. En fait, tout a commencé quand les scientifiques ont établi le gène BRCA1 et BRCA2 en fait dans la réparation de l'ADN et l'importance de ce gène dans la réparation de l'ADN. Ensuite, ils ont vu que dans les laboratoires, les PARP inhibiteurs, quand il y avait un défaut de BRCA1 et BRCA2, eh bien, ils étaient très efficaces pour tuer le cancer de l'ovaire. Ensuite, ils ont réussi à établir des médicaments qui agissaient contre les PARP. Et ensuite, tous les essais de phase précoce, les phases 1, phase 2, ont en effet montré un bénéfice. Ensuite, l'olaparib, de façon intéressante, a été arrêté parce qu'ils ne savaient pas quels étaient les patients qui bénéficiaient le plus de ce traitement. Et ensuite, ils ont réussi à établir quels étaient les patients qui bénéficiaient le plus de ce traitement et les essais sont repartis. Et le classique, donc phase 1, phase 2, phase 3 positif, et donc le traitement a été approuvé. Ensuite, d'autres traitements par PARP inhibiteurs ont été approuvés, et maintenant, c'est un traitement standard depuis 2018 ou 2019, en fonction de la situation, et les changements sont constants. Mais vous voyez le temps que ça a mis pour en effet avoir les PARP inhibiteurs en pratique clinique. Et je vais vous montrer pourquoi les essais cliniques sont si importants, parce qu'en fait, les essais cliniques, comment les essais cliniques ont été établis, en fait, guident comment les traitements vont ensuite être approuvés et donnés aux patientes en traitement standard. L'étude ici, c'est l'étude SOLO 2, qui était une étude qui focusait sur les patientes qui avaient un cancer de l'ovaire au grade séreux ou au grade endométrioïde, qui étaient en récurrence platine sensible et qui étaient mutées BRCA1 ou BRCA2. La mutation pouvait être soit germinale ou soit la mutation était dans la tumeur. Donc, en effet, on revient sur l'importance de la tumeur. Et les patientes avaient eu un traitement par platine et avaient répondu aux platines. Donc, les patientes, à ce moment-là, et de façon très bien établie, elles devaient répondre aux platines. Les patientes ont été randomisées, donc le traitement expérimental, le PARP inhibiteur olaparib ou le placebo. Pourquoi ici un placebo? Parce qu'a fait en traitement standard avant cet essai, c'était la surveillance. Vous avez répondu à la chimio par platine, on arrête et on observe. Et donc, cette étude a été conduite, comparant ce nouveau médicament, l'olaparib, versus un placebo, et on regardait quand est-ce que les patientes rechutaient. Les essais cliniques, de façon très, très rigoureuse, tous les patients ont un scanner au même moment. On fait les évaluations et les tests de façon très rigoureuse pour être sûr qu'il n'y ait pas de biais. Et ici, vous avez vu que les patientes, en effet, quand elles avaient cette mutation BRCA et qu'elles avaient répondu aux platines, malgré la rechute, le fait d'avoir pris l'olaparib, eh bien, elles avaient un contrôle de la maladie bien plus longue que celles qui n'avaient pas pris l'olaparib et qui avaient eu le placebo. Cet impact était vu sur la survie sans progression, mais maintenant également, puisque tous les essais cliniques, on continue de suivre les patients de façon très régulière et on suit les patients avec des images, des CT scans très régulières et comme on dit, on recorde tout ce qui se passe. Et maintenant, on est aussi capable de dire que par rapport à cette étude, SOLO 2, eh bien, il y a aussi une amélioration de la survie globale. Les patientes qui ont pris l'olaparib vivent plus longtemps que les patientes qui ont eu un placebo quand elles ont répondu à la chimio par platine et qu'elles avaient cette mutation BRCA1 et BRCA2. Et cette étude, SOLO 2, c'est ce qui a conduit en fait à l'accès à l'olaparib en rechute sensible pour les patientes qui avaient une mutation BRCA1 et BRCA2. Mais la recherche a continué et certains se sont dit oui, c'est très important ces patientes-là, mais il y a aussi d'autres patientes de cancer de l'ovaire
qui n'ont pas cette mutation BRCA et qu'est-ce qu'on peut leur proposer en tant que maintenance. Donc, l'essai a été conduit, c'était une autre étude, de façon similaire. Les patientes avaient un cancer de l'ovaire de haut grade séreux ou haut grade endométrioïde. Elles avaient une rechute, mais une rechute platine sensitive, et ont été retraitées par platine. Ils ont fait deux groupes de patientes. Les patientes qui avaient une mutation BRCA1 ou 2 identifiée, ces patientes ont eu soit le PARP inhibiteur niraparib, soit le placebo. D'un autre groupe de patientes, ces patientes qui n'ont pas cette mutation BRCA, ils ont fait la même chose. Certaines patientes ont eu niraparib et certaines patientes ont eu un placebo. On n'a pas les données sur la survie globale, mais on a la donnée sur le contrôle de la maladie. Et sur le contrôle de la maladie, les patientes qui avaient pris le niraparib, qui est notre PARP inhibiteur, on a vu la même chose pour les patientes qui avaient la mutation BRCA, eh bien, la maladie est contrôlée bien plus longtemps que les patientes qui avaient pris un placebo. Donc, on trouve la même chose que l'autre médicament olaparib. Quand on prend un PARP inhibiteur en maintenance, après la réponse à la chimio, il y a un bénéfice au PARP comparé à la surveillance classique. Donc, on a vérifié les mêmes choses sur les patients BRCA. Mais quoi d'autre pour les patients qui n'ont pas cette mutation BRCA? Et donc, pour les patients qui n'ont pas cette mutation BRCA, il y a aussi un bénéfice. Et là, c'est là où l'analyse de la tumeur est très importante. Parce que l'analyse de la tumeur donne la caractéristique du cancer de l'ovaire et ce qu'on appelle maintenant les patientes qui ont une tumeur HRD. C'est un autre test qui sont comme BRCA. C'est ce qu'on appelle BRCA-like. Ils n'ont pas la mutation BRCA, mais ils ressemblent à BRCA. Et ce qu'on appelle HRD positif. Et ceux qui, au niveau de la tumeur, ont cette HRD positive, ils ont un bénéfice du prendre de niraparib comparé au placebo. De même, pour ceux qui n'ont pas cette caractéristique BRCA et qui n'ont pas cette caractéristique BRCA-like, ils ont un bénéfice, mais qui est un peu moindre que ceux qui ont cette caractéristique de la tumeur. Cet effet positif du maintenance de PARP inhibiteur chez les patients qui étaient non-BRCA a conduit aussi à l'approval de niraparib en maintenance pour les patients qui répondent aux platines en rechute sensitive et qui n'ont pas de mutation BRCA. On a montré que ces médicaments étaient efficaces en rechute. Eh bien, peut-être qu'il faudrait les mettre en première ligne, parce qu'en première ligne, on fait la chirurgie, on fait la chimio, mais on a un risque de rechute quand on a été diagnostiqué à un stade avancé. Et donc, ils ont fait les mêmes études, mais dans l'étude en première ligne. Cette étude a été mise en première ligne après réponse aux platines. L'étude SOLO-1 a focusé seulement sur les patients qui avaient une mutation BRCA1 et BRCA2. Et les critères d'inclusion sont marqués ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les critères d'inclusion sont très spécifiques. Et c'est comme ça qu'a été approuvé l'olaparib, dans ces conditions exactes. C'est des patients qui sont nouvellement diagnostiqués avec un cancer de l'ovaire de haut grade, qui ont une mutation BRCA qui soit germinale ou qui soit sur la tumeur, et qui ont eu une réponse à la chimio. Et de la même façon, les patients ont eu l'olaparib ou la surveillance classique. Et ici également, on a montré que les patientes avaient un bénéfice de prendre l'olaparib comparé au placebo. Et donc ça, les patientes ont été suivies de manière régulière. On n'a pas encore les données de la survie globale, mais en tout cas, la maladie semble contrôlée de façon contrôlée plus longtemps avec l'olaparib que le placebo. Ici, comme on était en première ligne, l'olaparib a été donné pour une durée très spécifique de 2 ans. Puisqu'on était en première ligne, l'olaparib a été donné seulement pour 2 ans, contrairement à la rechute sensible où les PARP ont été donnés jusqu'à bénéfice. Donc, il est possible, j'ai des patientes qui ont été traitées par PARP inhibiteur plusieurs années. J'ai des patientes qui sont plus de 10 ans sous PARP inhibiteur, puisqu'au moment de la récurrence, il n'y avait pas une durée spécifique du PARP inhibiteur. Par contre, en première ligne, il y a une durée limitée du PARP inhibiteur. Sur l'olaparib, c'est 2 ans, avec un bénéfice sur le contrôle de la maladie. L'autre, PARP inhibiteur, a fait la même chose, mais n'a pas focusé sur les patients BRCA. Ils ont regardé en réponse aux platines et au-delà des mutations BRCA. Pareil, ils ont regardé quand est-ce que la maladie rechutait. Ils ont la même chose, ils ont un effet positif. Les patientes qui prennent le niraparib ont un contrôle de la maladie plus long que ceux qui ont un placebo, qui ont une mutation BRCA ou qui n'ont pas de mutation BRCA. Et là, on regarde à nouveau la tumeur. Qu'est-ce qui se passe dans la tumeur?
Et donc, dans la tumeur, eh bien, en fonction de comment est la tumeur, le bénéfice n'est pas la même. C'est pour ça que l'analyse de la tumeur devient de plus en plus importante. Quand vous avez cette mutation BRCA, le bénéfice des PARP inhibiteurs est important. Quand vous n'avez pas la mutation BRCA, mais que votre tumeur ressemble à BRCA, c'est ce qu'on appelle BRCA-like ou HRD, eh bien, le bénéfice est quand même aussi important de prendre un PARP inhibiteur comparé au placebo, ici le niraparib. Par contre, quand la tumeur n'est pas BRCA et n'est pas BRCA-like, n'est pas HRD positif, il y a encore un bénéfice, mais le bénéfice est moindre par rapport aux autres tumeurs. Et donc ça, l'analyse de la tumeur devient de plus en plus important dans la décision du traitement. Lié à cet essai, en fait, maintenant, ce produit niraparib en première ligne est actuellement en revue pour l'accès à nos patientes. Et pareil, dans le même contexte de l'essai clinique. Alors, les PARP inhibiteurs ont montré le bénéfice, mais il y a aussi des effets secondaires. Et les effets secondaires sont parfois pas faciles pour la patiente. Les effets secondaires principaux qui ont été observés sont la fatigue et aussi les toxicités hématologiques, notamment avec l'anémie, la diminution des globules blancs avec les neutrophiles et la diminution des plaquettes. Il y a aussi pas mal de toxicités digestives avec les nausées, le changement de goût. Sur le test sanguin, on a aussi vu une augmentation de la créatinine. Et il y a aussi d'autres effets secondaires rares, mais qui ont été reportés et qui est important. C'est pour ça qu'il est important, quand la patiente est sous traitement par PARP, d'avoir un suivi régulier avec votre oncologue. Par rapport à ces effets secondaires, c'est vraiment important d'être proactif. Et vraiment, la prévention ici est importante. Et en fonction des effets secondaires, parfois, on est obligé d'ajuster la dose et diminuer la dose ou parfois faire une petite pause, donner un petit break et après recommencer. Par rapport aux nausées, en général, le plus dur, c'est le premier mois. C'est les premiers mois. C'est les premiers, deuxième mois qui ont le plus dur. On a fait la chimio et hop, on repart sur le traitement PARP inhibiteur. C'est toujours un médicament. Et donc, en général, on peut prescrire des médicaments antinauséants de prendre systématiquement avant les PARP inhibiteurs pendant les premiers mois. Après, en général, on peut se passer des antinauséeux. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en fait, quand on prend les pilules avec de l'eau froide, on augmente aussi les nausées. Donc, en général, on conseille de prendre ces médicaments sans eau froide et éventuellement avec autre chose que de l'eau, ou alors de l'eau avec une saveur. Pour en effet atténuer cette sensation. Et le médicament, dans les essais cliniques, mais pas dans les essais cliniques de phase 3, dans les essais cliniques de phase 1 et 2, un peu plus précoces, ils ont aussi regardé si les PARP inhibiteurs pouvaient être pris soit à jeun ou est-ce qu'il fallait les prendre éventuellement à petit snack. Et en fait, ils ont vu que le métabolisme de la drogue n'était pas vraiment changé quand on prenait un snack. Et ça, c'est grâce à des patients qui ont participé à l'essai. Ils ont monitoré dans le sang la concentration du médicament. Et en fait, le snack ne change pas forcément. Et donc, en fait, pour éviter les nausées, un petit tip facile, c'est de prendre le médicament avec une collation. Parfois, il y a des gens qui se plaignent de reflux également et on peut prescrire en fait un antiacide. C'est aussi important d'avoir une bonne hygiène dentaire. Et comme je vous disais, la plupart des effets secondaires en fait sont observés au début, mais en fait s'estompent avec le temps. Donc, il faut parfois tenir bon. Il était aussi important de savoir qu'en fait, les effets secondaires peuvent être un petit peu différents en fonction de l'olaparib ou du niraparib. En fait, ils n'ont pas tout à fait le même profil d'effets secondaires, donc c'est important d'avoir une équipe entraînée en fonction des effets secondaires observés. Par exemple, avec le niraparib, c'est aussi important de surveiller votre tension artérielle puisque le niraparib peut augmenter un petit peu la tension artérielle. Donc, c'est important de surveiller les premiers mois aussi. Donc, en pratique, les inhibiteurs de PARP sont des médicaments qui ont prouvé leur efficacité, mais qui ont des effets secondaires. Donc, c'est important de savoir quels sont les effets secondaires et qu'est-ce qu'on peut faire de façon préventive pour limiter ces effets secondaires. Donc, c'est l'importance de l'éducation et d'avoir cette discussion avec votre oncologue. C'est important de ne pas laisser s'établir les nausées. C'est pour ça d'être proactif au départ, assez important. Comme je vous disais, il y a des différences entre les PARP inhibiteurs et comme on disait, les PARP inhibiteurs, au moment de la rechute sensible, donc au moment de la récurrence, les PARP inhibiteurs sont donnés après la réponse aux platines et on n'a pas de durée précise. On continue les PARP jusqu'à ce que la patiente a bénéfice. Et donc, c'est aussi important de connaître la durée de vie du médicament, qui est en général courte, c'est pour ça qu'on les prend tous les jours. Et c'est important de savoir ça parce que, par exemple, si les patientes ont une intervention dentaire à faire, il faut arrêter l'olaparib
juste 2 jours avant et on peut le reprendre 2 jours après en général si ça s'est bien passé. Et en fonction de la procédure, la durée peut varier, mais en effet, la demi-vie est généralement courte, c'est pour ça qu'on doit les prendre tous les jours. Il y a des effets qui peuvent être vus à long terme aussi avec ces PARP inhibiteurs. Et donc, c'est important de surveiller la prise de sang régulièrement, même si ça fait plusieurs années que vous êtes sous les PARP. Il faut continuer à faire des prises de sang régulièrement pour surveiller. Alors maintenant, on a maintenant les PARP inhibiteurs qui sont approuvés en pratique grâce aux essais cliniques qui ont été faits. Mais qu'est-ce qu'on va faire après les PARP? Si la patiente progresse après les PARP, on refait la chimio, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les nouveaux traitements qu'on va faire? Et comment on va lutter contre, une fois que le platine ne marche plus et que la patiente est résistante au platine, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est là où, à nouveau, la recherche est très importante et où les essais cliniques vont être très importants aussi. Parce qu'en fait, on parle de la cellule cancéreuse. Et donc, quand on parle de la réparation à l'ADN et des PARP, on est ici. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui sont autour de la cellule cancéreuse et qu'on est en train d'explorer. On est en train d'explorer comment les vaisseaux, la vascularisation de la tumeur impacte, comment le système immunitaire impacte, etc. Et c'est pour ça que la caractérisation de la tumeur devient de plus en plus importante. Et c'est là où la recherche est en cours actuellement. Et le but, en fait, de tous nos essais cliniques qu'on est en train de faire, c'est vraiment comment sélectionner nos patients pour savoir quel traitement à faire quand il faut le faire. Et c'est vrai que, comme je disais, le cancer de l'ovaire, c'est une grande box. Mais en fait, chaque personne, chaque patiente est vraiment différent et le cancer de l'ovaire n'est pas le même pour chaque patiente. Et donc, caractériser la tumeur, faire le test de la tumeur devient de plus en plus important pour essayer de définir le cancer de l'ovaire au moment précis pour la patiente précise. Donc ça, c'est un vaste programme de recherche qui est en cours. Quid de la prévention? Parce que c'est vrai que je disais que le cancer de l'ovaire, surtout le cancer séreux de haut grade, est malheureusement diagnostiqué à un stade avancé. Alors, on comprend bien pourquoi encore, mais pourquoi il est toujours fait à un stade avancé. Et actuellement, il n'y a pas de test de dépistage en fait du cancer de l'ovaire. Par contre, on fait des progrès et ça donne de l'espoir. Et je pense qu'un jour, en fait, on pourra avoir probablement des techniques de prévention et on comprend de mieux en mieux le cancer de l'ovaire. On sait que le risque du cancer de l'ovaire séreux de haut grade, on sait que les patientes qui ont une mutation germinale BRCA1 et BRCA2 augmentent le risque de cancer de l'ovaire. Donc, c'est pour ça que la consultation génétique est très, très importante pour chaque patient qui a un cancer séreux de haut grade. Même si on fait les tests de la tumeur, la consultation génétique reste primordiale parce qu'en fait, c'est la prévention pour la famille. Et maintenant, on ne se limite plus aux gènes BRCA1 et 2. On sait maintenant qu'il y a d'autres gènes, comme je vous parlais tout à l'heure, qui sont like BRCA. Ils se comportent comme BRCA, mais ils ne sont pas BRCA. Et donc, c'est pour ça que maintenant, en fait, on fait un panel de gènes. Sur la consultation génétique, maintenant, c'est plus seulement la génétique BRCA1 et 2, c'est un panel de gènes. Et en fait, on a aussi avancé sur le fait comment, en fait, comment commence le cancer de l'ovaire et on sait qu'il y a des lésions précancéreuses en fait qui ont été identifiées et qui ne sont pas en fait dans l'ovaire mais qui sont dans la trompe de Fallope. Et donc ça c'est très intéressant, c'est la portion distale de la trompe de Fallope. Et en fait ce qu'on commence à savoir c'est, on parle du cancer de l'ovaire mais en fait on pense que ça commence en fait dans la partie distale de la trompe de Fallope. Et en fait, il y a des changements qui commencent assez tôt, avec des lésions précurseurs, en fait, qui peuvent être là parfois 6 ans avant que le cancer de l'ovaire vraiment apparaît et est symptomatique. Donc, en fait, il y a beaucoup de recherches aussi actuellement dans ce secteur, et notamment cette étude qui est en cours, en fait, dans différents sites au Canada, qui focus sur les patientes qui ont cette mutation BRCA1 et 2 identifiée. On n'a pas de méthode de screening. Donc, pour le moment, pour ces patientes qui ont cette mutation identifiée mais qui n'ont pas de cancer, on propose une chirurgie prophylactique. Et pour ces patientes, en fait, il y a un essai de phase 2 qui est en cours où les patientes ont cette mutation identifiée. Ils ont la chirurgie prophylactique qui a été prévue. Et pendant ce temps où on attend, les patientes vont avoir un traitement par aspirine. On étudie 2 doses d'aspirine ou un placebo. Et donc, pendant cette durée, donc, les patientes vont devoir prendre l'aspirine entre 6 mois et 2 ans, sans délai de la chirurgie. On ne veut pas délayer la chirurgie prophylactique. Et on va donner l'aspirine pour voir comment ça modifie l'environnement et les lésions précurseurs éventuellement. Pendant ce temps-là, on va aussi demander aux patients de donner des tests sanguins en fait, pour voir si on peut détecter ces lésions précurseurs qui, en effet, pourraient ensuite aider pour la recherche et la prévention.
Donc voilà, je suis juste en temps. Alors j'espère que pourrai répondre à des questions. Mais voilà, je voudrais terminer en remerciant vraiment toutes les patientes. C'est vraiment un plaisir de prendre soin de vous. Et je voudrais remercier aussi toutes les équipes. Merci, docteur Lheureux. Je sais qu'on dépasse un petit peu dans le temps, mais on a quand même reçu plusieurs questions. Donc, j'aimerais ça, si on peut garder encore quelques minutes, qu'on Pas de puisse en problème. adresser quelques-unes. Donc, je vais vous les lire. Si les essais cliniques se déroulent généralement sur 16 ans, n'est-ce pas utopique de penser qu'un médicament contre la COVID-19 voit le jour dans de très courts délais? L'évaluation des risques et des bénéfices sur les patients n'est-elle pas compromise? Comment comparer avec ce qui se fait en matière d'essais cliniques pour la recherche de médicaments contre le cancer? C'est une très bonne question. En fait, les nouveaux médicaments, en fait, c'est à peu près, en effet, ils prennent 16 ans parce qu'en fait, on cherche de nouveaux médicaments pour essayer de trouver une nouvelle façon de lutter contre la cellule cancéreuse. Donc, c'est pour ça qu'entre le laboratoire et l'approuvement de la drogue, ça met en général 16 ans. Pour le vaccin, c'est différent parce qu'en fait, toute la méthode de vaccination est déjà bien connue. Comment fabriquer un vaccin est déjà connu. Là, ce qui prend un peu de temps, c'est comment en fait on va développer le vaccin pour vraiment targeter ce nouveau virus et pour engendrer une immunité à ce nouveau virus. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours de la course au vaccin en ce moment parce qu'en effet les gens passent des heures pour essayer de trouver ce vaccin. Mais le process est le même pour tous les autres vaccins. Donc, en fait, ça ne change pas en termes de process de vaccination. Ce qui change, c'est le virus qui est targeté, ce qui est très différent par rapport à développer un nouveau médicament en cancéro. Merci, docteur Lheureux. On a une autre question par rapport au placebo. Donc, ce n'est pas un peu injuste le placebo. J'ai eu le placebo à la Parib. Je vivrai donc moins longtemps? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et si vous avez participé à un essai et que vous avez éventuellement eu le placebo. Alors, en général, on ne sait pas. Quand il y a un placebo, la pilule ressemble exactement à la même que à l'Olaparib. Par exemple, si c'est un essai avec l'Olaparib, le placebo ressemble exactement à l'Olaparib. Donc, en général, on ne sait pas qui prend quoi. Après, quand l'étude est terminée, ou par exemple, ou si en fait vous avez progressé pendant l'essai clinique et du coup vous êtes en dehors de l'essai clinique, et s'il y a eu un placebo, vous pouvez toujours demander de ce qu'on appelle unblind. Vous avez toujours le droit de dire, bah, finalement, est-ce que vous pouvez savoir si j'ai eu le placebo ou pas? Et en général, on peut en fait demander ce process en disant que ça va impacter votre traitement futur. Donc, par exemple, si vous avez été un placebo et que vous avez eu une réponse après aux platines, on peut, si le médicament a été approuvé, avoir accès à l'Olaparib si à ce moment-là, il est accessible. Merci. J'ai une autre question. Donc, mon généraliste se sent inconfortable de me demander un deuxième avis. Elle a peur de froisser mon gynécologue-oncologue, mais on demande que mon dossier soit envoyé par un médecin. Comment devrais-je m'y prendre? Alors, ça, c'est. Alors, en tant que médecin, vraiment, comme je vous disais, notre but, c'est vraiment de vous traiter au mieux. Et si pour vous traiter au mieux, c'est d'avoir un deuxième avis, il n'y a pas de problème de demander ce deuxième avis. C'est pas une question de sensibilité d'être froissé ou pas, c'est une question d'être sûr qu'on fait ce qui est bien pour vous. Donc, on reçoit beaucoup de deuxième avis et vraiment maintenant avec la télémédecine, en fait, on consulte un petit peu partout. Et donc, il n'y a vraiment pas de problème au deuxième avis. Si votre médecin traitant se sent inconfortable, n'hésitez pas en fait à en parler à votre oncologue également. Parce que l'oncologue, il comprendra également. Et parfois, comme je disais tout à l'heure, les essais cliniques, il y a différents essais cliniques dans différents centres. Donc, en fait, il est possible que votre centre n'ait pas cet essai clinique, mais peut-être qu'il est disponible ailleurs, mais personne forcément ne le sait. Donc, parfois, vous pouvez juste demander, voilà, je voulais savoir, avant qu'on commence ce traitement, est-ce qu'il y a d'autres options possibles ou est-ce qu'il y a un essai clinique disponible et on voudrait se renseigner. Et il n'y a pas de problème d'être proactif. Votre oncologue ne va pas moins vous traiter après ou être donné un moins bon traitement parce que vous avez fait cette démarche. Ça montre juste que vous êtes vraiment vous êtes partie intégrante de votre traitement. Donc, c'est très important, en effet, d'être proactif aussi. On va essayer de rester deux dernières petites questions. Donc, une très spécifique. J'aimerais savoir si vous avez des résultats de l'essai clinique Capture avec Tamsirolimus. Cet essai est encore en cours.
parce qu'en effet, l'essai Capture. Alors, l'essai Capture, c'est un essai qui n'est pas spécifique au cancer de l'ovaire. C'est un essai, c'est les nouveaux types d'essais. C'est en effet, comme je vous disais, la tumeur, les caractéristiques de la tumeur deviennent de plus en plus importantes. Et donc, Capture est un essai qui dit, eh ben, on a la tumeur et on va faire la cartographie des gènes qui sont éventuellement mutés dans la tumeur. Donc, on fait cette cartographie des gènes qui sont éventuellement mutés dans la tumeur. Et s'il y a un gène qui est muté, eh bien, on va sélectionner un médicament qui peut être, parce que certains médicaments arrivent à éventuellement cibler cette mutation. Et donc, Capture, il propose différents médicaments qui ciblent certaines mutations de gènes. Pas toutes, mais certaines mutations de gènes. Mais c'est pas lié spécifiquement au cancer de l'ovaire. C'est tout type de cancer. Donc, en fonction du profil de mutation des gènes qui ont été identifiés sur votre tumeur, on peut dire, ah, on a identifié cette mutation. Hop, on va essayer de vous donner ces médicaments-là. Donc, c'est une façon très, très différente de faire un essai. Cet essai est toujours en cours, donc on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat tant que l'essai est en cours. En fait, les résultats, d'abord, l'essai doit se terminer, puisqu'une fois qu'on aura le nombre suffisant de patients pour analyser l'hypothèse principale, l'essai va se fermer et va être analysé. Merci. On va terminer sur cette question. Donc, c'est par rapport à la ressource que vous avez nommée clinicaltrials.gov. La participante se demande si, peu importe où elle habite, si elle se rend sur ce site, est-ce qu'elle aura accès aux études cliniques actuellement en cours partout dans le monde? Oui. Oui, elle aura accès aux études partout dans le monde, en sachant qu'en fait, comme je vous disais, pour tous les essais cliniques, toutes les procédures, tout le traitement doit être effectué au centre qui fait l'essai. Et donc ça peut avoir parfois des contraintes personnelles assez importantes. Par exemple, dans les essais précoces, notre institution fait pas mal d'essais précoces. Si la personne habite trop loin, il est possible qu'au début, je demande à la patiente de se relocaliser carrément près du centre parce que la safety est notre concern principal. Et donc, pour les essais précoces, parfois, on demande. Donc, après, il y a une façon de la logistique qui peut être un petit peu compliquée. Merci. Donc là-dessus, il est temps de conclure cette séance. Donc, c'était notre dernière séance informative de la journée. Un énorme merci à Dr. L'Heureux pour votre temps, votre expertise. Donc, on est très heureux de vous avoir reçu. Merci d'avoir participé à... Je veux dire un grand merci de m'avoir invité. Je suis désolée parce que le français est ma langue principale et parfois je bute sur des mots, mais voilà, ça me fait très, très plaisir d'être là avec vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Voilà, on est là pour vous aider.